l'émiettement des défenses à 27 ne fait aucun sens. On n'a pas d'économie d'échelle aujourd'hui. Il y a des efforts qui ont été faits, mais on est loin d'avoir atteint les objectifs de mutualisation pour assurer une interopérabilité du matériel, des marchés publics communs pour réduire les coûts, améliorer en efficacité, en coordination, permettre l'usage du matériel de manière réciproque. On n'en est pas du tout là aujourd'hui. Et ce plan à 800 milliards est nécessaire, dont 150 milliards d'emprunts communs. D'accord. C'est un premier pas pour moi. Ça montre bien que cet étau budgétaire n'a pas lieu d'être. Et donc nous, on a toujours été opposés à cette austérité et on veut réformer le pacte de stabilité par ailleurs, et on l'a toujours dit. Mais si on lève l'austérité aujourd'hui pour les dépenses de défense parce qu'il y a urgence, ce qu'on veut aussi, en corollaire, c'est qu'on lève l'austérité sur les investissements climatiques et sociaux. Parce que notre sécurité, au niveau européen, c'est aussi d'agir sur ces enjeux-là et de ne pas avoir des dépenses de défense au détriment des politiques sociales et climatiques. On est fondamentalement pro-européen, on n'a jamais été très atlantiste et finalement, la situation actuelle nous donne quelque part raison. On a toujours dit il faut que l'Europe assure son indépendance. Dans l'industrie de la défense et de l'armement, c'est possible pour écolo. Et il faut que ça aille de pair avec les investissements socio-climatiques, parce que ça aussi, c'est préserver nos démocraties et notre sécurité, mais aussi un désinvestissement dans les énergies fossiles. Et ça fait partie du plan de paix, quelque part aussi, de miser sur les énergies renouvelables pour assurer l'indépendance énergétique du continent européen et surtout arrêter d'alimenter l'effort de guerre russe. Il faut savoir quand même qu'on a encore le canot ouvert en matière de gaz. Il y a encore un pipeline et donc de l'argent européen qui approvisionne en fait, qui finance l'économie de guerre de Poutine.